Mes parents paresseux ont découvert mon salaire. Au lieu de me féliciter, ils sont venus exiger 50% de mon revenu mensuel. Je leur ai donné une enveloppe. Et ce qui se trouvait à l'intérieur les a laissés sans voix. C'était un vendredi soir quand la sonnette a retenti 3 fois. Le genre de son qui brise le calme d'un appartement et vous donne l'impression que quelque chose d'important est sur le point de se produire. Je m'appelle Cambria Nolan, j'ai 35 ans et je suis analyste financière à Pittsburgh. Et pour la première fois depuis des années, j'étais fier de moi. Ce matin-là, mon responsable m'avait félicité pour ma promotion et l'augmentation pour laquelle j'avais travaillé dur pendant une décennie. Quand j'ai ouvert la porte, ma mère se tenait là, tenant un gâteau acheté en magasin. Mon père la suivait avec 2 gobelets en carton de vin bon marché et un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Nous avons appris la bonne nouvelle », a dit maman en me bousculant pour entrer avant que je ne puisse répondre. « Notre fille a enfin réussi. » Je les ai laissés entrer, l'air étant lourd de parfum et de vieilles tensions. Ils ont pris leurs places habituelles à la table de la cuisine, comme s'ils vivaient encore ici. Papa a trinqué son gobelet contre le mien. « À la famille », a-t-il dit, souriant de cette manière pesante qui signifiait toujours qu'une demande allait suivre. Après quelques échanges polis, maman s'est penchée en arrière, la voix pointue mais calme, « Tu sais que nous méritons la moitié, après tout ce que nous avons fait pour toi. » La pièce est devenue silencieuse. J'ai regardé la trotteuse de l'horloge murale passer le chiffre 12, les 3 secondes les plus longues de ma vie. Puis je me suis levé, j'ai marché vers le comptoir et j'ai pris l'enveloppe que j'avais préparée plus tôt. Je l'ai posée doucement devant eux. Ils l'ont ouverte. Leurs yeux sont passés de la confiance à la confusion. Personne n'a parlé. J'ai pris une lente inspiration, j'ai croisé leur regard et j'ai dit calmement, « C'est tout ce dont vous avez besoin. » Je me suis détourné, les laissant dans ce silence. Si vous avez déjà été culpabilisé par vos propres parents, restez jusqu'à la fin. Vous verrez jusqu'où la manipulation peut aller quand l'amour se transforme en contrôle. Renacle le lendemain matin, mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Au début, j'ai pensé que c'était une vague de mes professionnels, peut-être des nouvelles de mon équipe ou un rappel de mon responsable. Mais quand j'ai saisi l'écran, la luminosité des notifications m'a presque aveuglé. Il y avait plus de 50 alertes de réseaux sociaux, et quand j'en ai ouvert une, ma poitrine s'est serrée. Maman avait écrit un long message sur Facebook à mon sujet, accompagné de vieilles photos et de mots soigneusement choisis pour blesser. Le message commençait ainsi, « Certains enfants oublient qui les a élevés dès qu'ils commencent à gagner de l'argent » et se terminait par « Aucun parent ne mérite d'être traité de la sorte ». En quelques heures, le message s'est propagé sur plusieurs pages de quartiers de Pittsburgh. Des gens dont je me souvenais à peine le partageaient, ajoutant leurs propres commentaires de déception et de pitié. Mon ancienne voisine a écrit, « Je savais que cette fille s'était toujours crue supérieure à tout le monde. » Les amis de ma mère ont répondu avec des cœurs et des émojis de prière, la qualifiant de sainte. Renacle chaque ligne, chaque réaction ressemblait à un petit procès public auquel je participais sans même le savoir. Quand je suis arrivé au bureau, l'air semblait plus lourd que d'habitude. Les conversations s'arrêtaient sur mon passage, et je sentais les regards me suivre, curieux et accusateurs. À l'heure du déjeuner, ma responsable des ressources humaines m'a demandé de venir pour une brève discussion. Les stores étaient à moitié fermés, sa voix était douce mais délibérée. « Cambria, je ne veux pas m'immiscer », a-t-elle dit. « Mais est-ce que tout va bien à la maison ?» La question semblait bienveillante, pourtant elle portait le poids des commérages. J'ai hoché la tête, feignant un sourire et affirmant que tout allait bien, même si mon estomac se nouait comme si quelque chose de toxique s'y était installé. À mon bureau, mon téléphone s'est à nouveau allumé. C'était un SMS de papa. Ces messages arrivaient toujours comme des sermons, longs, émotionnels et pesants. Celui-ci ne faisait pas exception. Il parlait de loyauté, de la façon dont les enfants doivent tout à leurs parents. « Après tout ce que nous avons fait, c'est ainsi que tu nous traites », disait le message, qui s'étirait sur plusieurs paragraphes. La culpabilité était injectée dans chaque phrase, jusqu'à ce que la dernière ligne apparaisse, « Tu le regretteras ». J'ai fixé ces mots jusqu'à ce qu'ils se brouillent, incapable de décider si j'étais en colère ou simplement épuisé. En fin d'après-midi, un de mes voisins m'a envoyé une image par SMS. C'était maman, debout devant mon immeuble, un mouchoir à la main, des larmes striant son maquillage tandis que quelqu'un la filmait depuis l'autre côté de la rue. Elle avait transformé sa douleur en spectacle, et Internet était sa scène.
J'ai posé mon téléphone face contre table et je suis resté assise en silence. L'écho lointain de rires extérieurs parvenait à ma fenêtre, mais je ne savais pas s'ils étaient réels ou imaginaires. Ce soir-là, alors que le ciel prenait une teinte bleu terne, mon téléphone a encore sonné. Pendant une fraction de seconde, j'ai cru que c'était un autre message de maman ou de papa. Mais quand j'ai répondu, c'était ma grand-mère, Eleanor Nolan. Sa voix portait une assurance que je n'avais pas entendue de la journée. « Laisse-les parler », a-t-elle dit doucement. La vérité survit toujours au bruit. Elle n'a pas demandé de détails ou d'explications. Elle n'a pas grondé ni consolé avec des phrases creuses. Elle m'a simplement rappelé, avec sa manière calme et certaine, que le silence pouvait être plus fort que le chaos. Après la fin de l'appel, je me suis assise tranquillement dans mon salon. La faible odeur du vin de la veille flottait encore, mêlée à celle du café froid. Mon appartement semblait à la fois trop silencieux et trop animé, rempli du bourdonnement d'une ville qui oublierait les potins d'aujourd'hui dès demain. J'ai réalisé que grand-mère avait peut-être raison. La vérité n'a pas besoin de crier pour survivre. Elle attend simplement, patiente et constante, pendant que le bruit se consume de lui-même. 2 semaines plus tard, j'ai conduit jusqu'à la petite maison de grand-mère à la lisière de Harrisburg. Quand je me suis garé devant le porche blanc familier, elle m'attendait déjà sur le pas de la porte, enveloppée dans son épais cardigan, le même qu'elle portait toujours quand elle avait un sujet sérieux en tête. À l'intérieur, l'odeur de thé à la camomille et de cake au citron remplissait la cuisine. Grand-mère m'a versé une tasse avant même que je puisse enlever mon manteau. Son calme était désarmant, comme si elle m'attendait bien avant que je ne l'appelle. Je n'étais pas venu pour parler de ce qui s'était passé en ligne. J'étais venu parce que la veille, j'avais trouvé une enveloppe blanche glissée sous la porte de mon appartement. À l'intérieur se trouvait une lettre portant le sceau du tribunal du comté de Dauphin. C'était une notification officielle. Mes parents avaient déposé une requête. J'ai sorti la lettre de mon sac et l'ai posée sur la table. Les yeux de grand-mère ont parcouru lentement la page, ses lèvres se pinçant. « J'en ai reçu une aussi », a-t-elle dit doucement, en tendant le bras vers une deuxième enveloppe posée sur le comptoir. Le papier était déjà froissé pour avoir été plié et déplié de nombreuses fois. Ils m'ont demandé de témoigner comme témoin. C'est une demande de pension alimentaire pour parents. Pendant un instant, je n'ai pas pu parler. Le terme flottait dans l'air, inconnu mais lourd. Ils me poursuivent en justice, ai-je enfin chuchoté. Pour obtenir un soutien financier. Grand-mère a acquiescé, son expression indéchiffrable. Ils affirment que tu leur dois une aide financière pour leurs soins. Je me suis affalé dans la chaise, le bois pressant ma colonne vertébrale. L'idée de mes propres parents utilisant le tribunal pour exiger de l'argent me paraissait surréelle, presque absurde, et pourtant les papiers devant moi étaient douloureusement réels. Grand-mère a posé sa main sur la mienne. Tu devais trouver une aide juridique, a-t-elle dit. Ne les combats pas avec la colère. C'est ce qu'ils attendent. Combat-les avec la raison. Ces mots étaient fermes, mais je pouvais entendre la déception derrière eux, non pas envers moi, mais envers ce que notre famille était devenue. J'ai hoché la tête, incapable de faire confiance à ma voix. Ce soir-là, j'ai contacté mon amie et ancienne camarade d'université, Grace Turner, aujourd'hui avocate en droit civil, qui a accepté de me rencontrer après le travail. Nous nous sommes assises dans un petit café près du centre-ville de Harrisburg. Grace Renacle avait toujours été vive, pragmatique et légèrement intimidante de la meilleure des manières. Elle a parcouru les documents du tribunal pendant que je remuais ma boisson intacte, observant le reflet des néons dans le liquide sombre. Ils utilisent une vieille loi de l'État, a-t-elle dit après quelques minutes. Elle permet aux parents de demander un soutien financier à leurs enfants adultes si les parents sont indigents. C'est rare et dépassé, mais cela existe toujours. J'ai essayé de digérer ces paroles. Peuvent-ils vraiment gagner, ai-je demandé. Grace a soupiré doucement. Techniquement, oui, s'ils prouvent qu'ils sont en difficulté financière et démontrent que tu as les moyens de payer. Mais la plupart des juges rejettent ces affaires lorsqu'ils voient la manipulation. Malgré tout, cela pourrait nuire à ta réputation professionnelle si cela devenait public. Les employeurs ne lisent pas toujours entre les lignes. J'ai senti une douleur sourde s'installer derrière mes tempes. Donc, ils ne veulent pas seulement de l'argent. Ils essaient de m'humilier. Grace a hoché la tête. Ils veulent le contrôle, pas la justice. Les gens comme ça gèrent mal le rejet. Dehors,
Le crépuscule s'était installé sur la ville, les lampadaires brillant à travers une fine bruine. Grace a tendu la main de l'autre côté de la table et a dit « Je vais t'aider, mais tu dois garder ton sang-froid. Pas de réponse sur les réseaux sociaux, pas de message pour eux. Laisse la procédure légale parler pour toi. » Son ton était ferme, protecteur, comme un médecin donnant des instructions strictes à un patient qui refuse de se reposer. Quand j'ai enfin pris la route du retour, les essuie-glaces bougeaient en rythme, s'accordant au battement lent de mon cœur. Pour la première fois, j'ai réalisé que ce n'était pas un simple conflit familial. C'était une guerre juridique, et mes parents étaient prêts à me traîner dans la boue tout du long. Au début du printemps, une enveloppe blanche du tribunal est apparue dans ma boîte aux lettres. Elle était mince mais semblait pourtant lourde entre mes mains, comme si elle portait le poids de chaque conversation que j'avais évitée. À l'intérieur se trouvait une assignation exigeant ma présence au tribunal 2 semaines plus tard. Les mots étaient imprimés à l'encre noire et froide, « Vous êtes requise de comparaître devant le tribunal du comté de Dauphin en réponse à une demande de pension alimentaire pour parents. » Juste en dessous, les noms de mes parents s'affichaient en caractères gras et formels, comme s'ils étaient des étrangers plutôt que les personnes qui m'avaient élevé. Je me suis assise à la table de ma cuisine, relisant l'avis encore et encore, cherchant une ligne qui pourrait m'indiquer qu'il s'agissait d'une erreur. Il n'y en avait pas. Joint à la notification se trouvait un dossier étiqueté « Preuve soumise par les demandeurs ». Je l'ai ouvert les mains tremblantes et j'ai vu plusieurs pages de capture d'écran, des SMS provenant apparemment de moi, promettant de leur envoyer un soutien financier mensuel. Les dates étaient récentes, le ton poli, voire affectueux. Mais je n'avais jamais écrit aucun d'entre eux. Le numéro associé au message était similaire au mien, à un chiffre près. Quand j'ai rencontré Grace le lendemain matin, elle arpentait déjà son bureau, une tasse de café intacte posée à côté de son ordinateur portable. « Ils ont fabriqué des preuves », a-t-elle dit après avoir analysé les documents. Ce n'est plus seulement de la manipulation émotionnelle. C'est de la fraude. Ces mots ont résonné en moi. Grace a immédiatement commencé à rassembler toutes les communications légitimes que j'avais échangées avec maman et papa. Je lui ai transféré tout mon historique de messages, mes journaux d'appel et des copies de mes emails. Elle m'a dit de demander les relevés de mon opérateur téléphonique pour prouver que le faux numéro ne m'appartenait pas. Sur sa suggestion, j'ai également rassemblé mes fiches de paie, mes relevés bancaires et mes déclarations d'impôts des 5 dernières années. Chaque dossier est devenu une partie d'un classeur de plus en plus volumineux étiqueté « Défense ». Grace était méthodique, constante et d'une précision redoutable. « Ils veulent te faire passer pour quelqu'un qui les a abandonnés », a-t-elle dit. « Nous allons donc montrer que tu as été indépendante, responsable et honnête. C'est la vérité. Et la vérité laisse des traces écrites. » Ce week-end-là, grand-mère a appelé. Sa voix tremblait légèrement, même si elle essayait de paraître calme. « J'ai écrit une lettre au tribunal », m'a-t-elle dit. « Ils m'ont demandé une déclaration, alors je leur ai dit la vérité, que tu as quitté la maison à 18 ans, que tu as payé tes propres études et que tu n'as jamais demandé d'aide une seule fois. » J'ai senti une gorge nouée. Grand-mère s'était toujours exprimée simplement, mais ses mots portaient la force tranquille de la décence. « Merci », elle chuchotait, même si cela ne me semblait pas suffisant. 2 jours plus tard, j'ai reçu un email anonyme. L'objet disait « Dernière chance ». Le message était court, « Paye ou nous te détruisons ». Il n'y avait pas de signature, pas d'adresse traçable, juste la menace froide qui s'affichait sur mon écran. Mon pouls s'est accéléré, mais la peur s'est rapidement transformée en détermination. J'ai pris une capture d'écran, j'ai joint le message à un email et je l'ai transféré à Grace avec la mention « à ajouter au dossier ». Ce soir-là, la pluie battait contre les vitres alors que j'examinais chaque document une dernière fois sur mon canapé. Mon salon ressemblait à un quartier général de guerre, des dossiers éparpillés sur le sol, des post-it classés par couleur selon le sujet, et une pile de textes juridiques imprimés à côté de mon ordinateur. Pourtant, au milieu de ce chaos, je me sentais étrangement calme. Je n'étais plus seul. Grace me guidait. Grand-mère avait parlé, et la vérité, silencieuse mais constante, était de mon côté. Quand j'ai finalement refermé le classeur étiqueté « Défense Cambria Nolan », j'ai expiré profondément. La date du procès approchait rapidement et, pour la première fois, je ne me sentais pas comme une victime dans leur histoire. Je me préparais à raconter la mienne. Le palais de justice sentait le papier et la peur. L'air était lourd d'un mélange de cire pour sol,
de chuchotements nerveux et du cliquetis discret des stylos des journalistes. J'étais assise à côté de mon avocate et amie Grace Turner à la table de la défense, mes paumes à plat sur la surface lisse pour réguler ma respiration. La salle d'audience était presque pleine. Quelques journalistes locaux s'étaient rassemblés, chuchotant tout en pointant leurs objectifs vers mes parents. Ils semblaient plus petits que dans mes souvenirs, pourtant leur présence chargeait la pièce de tension. Quand l'huissier a ouvert l'audience, le juge est entré, un homme de grande taille aux cheveux gris et au regard fatigué de ceux qui ont vu trop de conflits familiaux. Il a jeté un bref regard sur chacun de nous avant de faire signe au greffier de commencer. Cette audience concerne la demande de pension alimentaire parentale déposée par Howard et Linda Nolan contre leur fille, Cambria Nolan. Entendre mon nom prononcé à haute voix dans ce ton officiel et froid m'a serré l'estomac. Maman a été la première à parler. Elle serrait un mouchoir dans une main, sa voix tremblant d'une manière qui semblait répéter. « Votre honneur », a-t-elle dit. Nous avons tout fait pour elle. Nous avons soutenu ses études, ses rêves et sa vie, mais elle a abandonné sa famille quand nous avions le plus besoin d'elle. Sa voix s'est brisée au milieu de sa phrase alors qu'elle tamponnait ses yeux tandis que papa posait une main réconfortante sur son épaule, incarnant l'image parfaite du chagrin. Quelques personnes dans le public ont murmuré doucement, leur sympathie se dirigeant vers elle comme de la poussière. Grace s'est levée calmement quand le juge l'a invitée à répondre. « Votre honneur », a-t-elle commencé, ma cliente est financièrement indépendante depuis ses 18 ans. Les demandeurs ne sont pas démunis, ni sans ressources. Ils possèdent 2 propriétés dans le comté d'Allaghney, dont l'une est actuellement louée pour générer des revenus. De plus, ils reçoivent tous 2 des prestations sociales et des pensions de retraite. La prétendue difficulté financière est infondée. Sa voix était mesurée mais ferme, fendant l'air avec précision. Le juge a froncé les sourcils et s'est tourné vers mes parents. « Avez-vous des documents concernant votre situation financière ?» a-t-il demandé. Maman a hésité avant de faire glisser un dossier vers l'avant. Grace s'est approchée pour l'inspecter. « Ce sont des relevés bancaires récents », a-t-elle dit. Cependant, les transactions répertoriées incluent des dépôts locatifs réguliers. Cela confirme des revenus immobiliers, se racle la gorge, la salle d'audience est devenue silencieuse. Les mains de maman ont tremblé légèrement alors qu'elle tentait de s'expliquer, mais le juge a levé la main, lui intimant l'ordre de s'arrêter. Puis le greffier a annoncé le témoin suivant. Les portes au fond de la salle se sont ouvertes et ma grand-mère, Eleanor Nolan, est entrée lentement, s'appuyant sur sa canne en bois. Tous les bruits ont semblé s'estomper à mesure qu'elle avançait vers la barre. Lorsqu'elle a prêté serment, sa voix était douce mais inébranlable. Ils vivent à ses crochets depuis qu'elle a obtenu son premier emploi, a-t-elle dit, son regard fixé fermement sur le juge. J'aime mon fils et ma belle-fille, mais la vérité importe plus que le confort. Elle ne leur a jamais rien dû d'autre que le respect, et elle le leur a largement donné. Les mots sont tombés comme un coup de foudre. Le visage de maman est devenu rouge de colère. Papa a baissé les yeux et le juge a griffonné quelques notes avant de poser son stylo. Grace lui a remis un dernier document, celui qui avait été scellé des mois auparavant dans cette première enveloppe. Ceci, a-t-elle dit, est une déclaration notariée d'indépendance financière, signée par les 2 parties il y a 3 ans, confirmant que Madame Nolan n'a aucune obligation financière continue envers ses parents. Elle a été rédigée par un précédent avocat à leur propre demande pour protéger ses revenus lorsqu'elle a commencé à travailler. Le juge a lu le document, a ajusté ses lunettes avec soin et a hoché la tête. Au vu de ces éléments, le tribunal estime que cette requête est non seulement sans fondement, mais trompeuse. L'affaire est classée. De plus, les demandeurs recevront une amende pour présentation de preuves falsifiées. Le coup de marteau a retenti, ferme et définitif. Alors que des murmures éclataient dans la salle, je me suis tourné légèrement vers mes parents. Le visage baigné de larmes de maman s'est tordu en quelque chose de plus froid, un mélange de peur et de haine. Papa a totalement évité mon regard. Je me suis levé lentement, les jambes fermes, la voix silencieuse. Grace a rassemblé nos dossiers et grand-mère m'a adressé un léger signe de tête depuis l'autre côté de l'allée, son expression calme, fière et infiniment fatiguée. Quand j'ai franchi les portes du tribunal, l'air printanier a frappé mon visage comme un rayon de soleil après la tempête. J'ai pensé à cette enveloppe que je leur avais remise des mois plus tôt, celle qu'ils n'avaient jamais comprise. À l'intérieur se trouvait le document même qui m'avait protégé aujourd'hui, une simple feuille de papier qui déclarait ma liberté, non pas vis-à-vis de la famille, mais vis-à-vis de la manipulation. Une semaine après le verdict, Pittsburgh ne parlait que de ça.
L'histoire s'était propagée plus vite que prévu, portée par les chuchotements dans les bureaux, les cafés et les sous-sols d'église. Le Pittsburgh Herald a publié un titre en grosses lettres noires, « Des parents perdent leur procès contre leur fille ». En dessous, mon nom apparaissait à nouveau, plus petit mais impossible à manquer. Les gens en débattaient à la radio matinale, certains saluant mon courage, d'autres qualifiant toute cette affaire de tragédie. J'ai arrêté d'écouter après le deuxième jour. Au travail, mes collègues essayaient de se comporter normalement, mais il y avait toujours cette hésitation subtile avant que quiconque ne mentionne la famille. Ma responsable a laissé un mot sur mon bureau, fier de vous pour avoir défendu vos positions. Ce n'était pas grand-chose, mais cela comptait plus que toutes les excuses que j'aurais pu recevoir de mes parents. La responsable des ressources humaines m'a dit plus tard qu'elle avait reçu des appels d'autres employés qui voulaient savoir comment l'affaire s'était terminée. Preuve que les potins voyagent plus vite que la justice. Ce dimanche-là, le bulletin de l'église locale a mentionné la décadence morale du respect filial. Je savais exactement à qui il faisait allusion. La communauté qui adorait autrefois maman et papa les regardait désormais différemment. Certains de leurs amis les plus proches ont cessé de les inviter à des rassemblements. Une des voisines, Madame Delaney, qui vivait à côté de chez eux depuis 20 ans, aurait refusé d'ouvrir sa porte lorsque maman est venue lui parler. Pour des gens qui vivaient d'images et de sympathie, le silence a dû être insupportable. Au milieu de la semaine, Grace m'a envoyé par email une lettre numérisée portant le sceau du barreau de Pennsylvanie. Elle avait soumis l'affaire à une publication sur les droits civils, et le comité de lecture l'avait accepté. Son message disait « Tu as marqué l'histoire juridique aujourd'hui. Très peu d'affaires relevant de cette loi ont été publiquement annulées. Sois fière, mais reste discrète. » J'ai souri pour la première fois depuis des jours. Ce n'était pas de la victoire que je ressentais, juste un soulagement profond et ancré. Ce soir-là, mon téléphone a sonné. C'était ma grand-mère, Eleanor Nolan. Sa voix était fatiguée, mais douce. « Ils ont dû vendre la maison », a-t-elle dit doucement. L'amende et les frais de justice ne leur ont pas laissé le choix. Ils ont déménagé dans un endroit plus petit près de Greensburg. Je ne pense pas qu'ils te recontacteront, du moins pas de sitôt. J'ai fermé les yeux et j'ai laissé le silence s'installer entre nous. « Est-ce que tu vas bien avec ça ?» a-t-elle demandé. J'ai réfléchi un instant. « Je ne suis pas heureuse », ai-je fini par dire. Mais je ne suis pas en colère non plus. C'est peut-être suffisant pour l'instant, a-t-elle murmuré avant de raccrocher. Plus tard cette nuit-là, j'ai marché le long de la rivière Monongahela. Les lumières de la ville scintillaient sur la surface sombre, ondulant sous l'effet du vent. L'air était froid, vif, vivant. Je me suis appuyé sur la balustrade, observant les reflets se tordre et se disperser comme les fragments d'une vieille photographie. Je ne me sentais ni triomphante, ni brisée, simplement plus légère, comme si le poids invisible que je portais depuis l'enfance s'était enfin envolé. Le pont devant moi brillait faiblement, et pour la première fois depuis des mois, j'ai réalisé que la paix ne vient pas toujours avec la résolution définitive. Parfois, elle vient simplement quand le bruit s'estompe et que vous ne ressentez plus le besoin de vous expliquer. 3 mois plus tard, la première neige est tombée sur Pittsburgh. La ville semblait plus calme sous son doux manteau blanc, comme si l'hiver lui-même voulait effacer le tumulte qui avait entouré mon nom. J'avais déménagé dans un petit appartement près du centre-ville, au 8e étage d'un immeuble en briques qui donnait sur la rivière. La vue n'était pas parfaite, mais le silence l'était. Je l'ai meublé lentement avec des meubles d'occasion et des objets qui m'appartenaient vraiment, un fauteuil en velours bleu, une lampe chinée, un tourne-disque. Pour la première fois depuis des années, chaque recoin de ma maison ne reflétait qu'une seule voix, la mienne. Un matin, j'ai ouvert la boîte aux lettres dans le hall et j'y ai trouvé une petite enveloppe adressée d'une écriture délicate. C'était de ma grand-mère. À l'intérieur se trouvait une simple carte d'anniversaire aux bordures dorées avec un mot manuscrit, « Tu as fait ce qu'il fallait. Je t'aime, grand-mère. » Je l'ai tenue un long moment avant de la poser sur l'étagère de ma cuisine. Ce n'était pas une question d'approbation. C'était une reconnaissance. Dans une famille où la vérité avait souvent été déformée en culpabilité, ces mots étaient une encre qui me stabilisait. Quelques jours plus tard, une autre lettre est arrivée. L'écriture était familière, mais saccadée, l'encre s'enfonçant profondément dans le papier. Elle venait de maman. La lettre commençait par le récit de ses problèmes de santé, suivi d'une demande d'aide pour ses factures médicales. Il n'y avait pas d'excuses, aucune mention de ce qui s'était passé au tribunal,
seulement cette même attente tacite que je reprenne le rôle qu'il m'avait attribué il y a longtemps. J'ai plié la lettre soigneusement, je l'ai scellée dans une enveloppe sans répondre et je l'ai jetée à la poubelle. Mes mains n'ont pas tremblé. Ma poitrine ne m'a pas fait mal. J'ai simplement compris que le silence est parfois la seule limite qui fonctionne. Plus tard dans la semaine, j'ai appelé le bureau d'aide sociale locale, l'endroit même qui avait géré une partie de leur dépôt de dossier. L'employé a confirmé que la demande de pension alimentaire pour parents était définitivement close, marquée dans le système comme résolue sans appel. Entendre ces mots prononcés à haute voix m'a fait l'effet de fermer une porte restée ouverte pendant des années. J'ai remercié l'employé, j'ai raccroché et je suis resté un moment près de la fenêtre, regardant la neige fine tomber derrière la vitre. Ce soir-là, je me suis préparé à dîner. Rien d'extraordinaire, juste des pâtes à l'ail et à l'huile d'olive, un verre de vin rouge et un jazz doux diffusé par le vieux tourne-disque. Les notes remplissaient l'appartement comme une chaleur s'infiltrant à travers les murs. Pour la première fois, je ne me sentais pas comme quelqu'un qui avait survécu à quelque chose de terrible. Je me sentais comme quelqu'un qui avait enfin appris à vivre. Dehors, la neige s'accumulait sur les rambardes et les toits, étouffant le brouhaha habituel de la ville. J'ai pressé ma paume contre la vitre froide et j'ai laissé le silence s'installer en moi. La liberté ne crie pas. Elle ne demande pas à être remarquée ou célébrée. Elle arrive discrètement, comme la première neige sur Pittsburgh, douce, certaine et suffisante. 6 mois plus tard, grand-mère s'est éteinte paisiblement. La nouvelle m'est parvenue par un matin calme de fin juin, lors d'un appel téléphonique d'une amie de sa paroisse. Je suis resté longtemps assise à la table de la cuisine, le combiné toujours à la main, écoutant le faible murmure de la ville au dehors. Le chagrin ne s'est pas abattu d'un coup. Il est arrivé lentement, comme une brume se propageant dans un champ ouvert. Les funérailles ont été simples et douces, célébrées dans l'église même où elle avait chanté dans la chorale pendant des décennies. Les gens étaient venus non pas pour pleurer, mais pour honorer une femme dont la gentillesse n'avait jamais exigé de reconnaissance. Quand est venu mon tour de prendre la parole, j'ai déplié la lettre qu'elle m'avait laissée. L'écriture était ferme, chaque mot délibéré. L'amour n'est pas une transaction. Il ne se gagne pas par le sacrifice et ne se mesure pas à ce que tu donnes. C'est la liberté de prendre soin de l'autre sans compter. Ma voix a tremblé à mi-parcours, mais j'ai fini ma lecture. Le silence qui a suivi m'a fait l'effet d'une bénédiction. Parmi ses dernières volontés, ma grand-mère m'avait légué sa petite maison près de Greensburg. L'agent immobilier a dit qu'elle se vendrait rapidement, le marché étant porteur. Je n'ai pas hésité. En 1 mois, j'ai vendu la propriété et j'ai fait don de chaque dollar à une fondation locale qui aidait les femmes à se reconstruire après des abus financiers. Signer ce chèque me semblait être la façon la plus sincère d'honorer sa vie, non par un héritage personnel, mais par la continuation de sa force tranquille. Dans un message enregistré diffusé pendant la cérémonie, j'ai dit, cette première enveloppe n'a pas mis fin à notre lien. Elle a juste dit la vérité. L'amour n'est pas une dette. Certaines personnes ont hoché la tête. D'autres ont essuyé leurs larmes. Je pensais chaque mot. Cette enveloppe, autrefois symbole de défi, était devenue un pont entre celle que j'étais et celle que je devais devenir. Après les funérailles, je suis retourné dans mon appartement à Pittsburgh. J'ai commencé à vivre simplement, travailler, lire, cuisiner, dormir. Plus aucun appel de maman ou de papa ne m'est parvenu, et je n'en attendais pas. Le silence entre nous s'était mué en permanence, et étrangement, cela ne faisait pas de mal. J'arrosais mes plantes, payais mes factures et j'apprenais que la paix peut avoir un visage très ordinaire. Parfois, lorsque je me promenais en centre-ville et passais devant le tribunal, je ralentissais le pas. Le bâtiment se dressait, solennel sous le ciel gris, sa façade de pierre froide mais certaine. Je pouvais encore entendre les mots de grand-mère résonner dans ma mémoire, le courage avance à pas feutrés. C'était sa dernière leçon, la bravoure ne rugit pas toujours. Parfois, elle continue simplement à marcher même quand tous les autres se sont arrêtés. Je ne regardais plus en arrière avec de la colère ou de la pitié. La vie avait avancé, et moi aussi. Dans le rythme tranquille de mes journées, il ne restait aucune amertume, seulement de la compréhension. Chaque choix avait entraîné ses propres conséquences, et je n'avais aucun regret. Certaines personnes ne vous aiment que tant que vous payez leurs factures. Quand vous arrêtez, elles vous traitent d'égoïste. Mais s'éloigner n'est pas de la cruauté, c'est de la clarté. Vous ne pouvez pas sauver les personnes qui confondent l'amour avec l'obligation.
Et vous ne devriez pas essayer. La liberté commence au moment où vous arrêtez de vous excuser d'avoir posé des limites. Cela ne vous rend pas ingrat. Cela vous rend entier. Cela vous rend libre. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si cette histoire vous a rappelé un moment où vous avez dû choisir la paix plutôt que la culpabilité, partagez vos réflexions dans les commentaires. Je lis tout le monde. Vos histoires comptent plus que vous ne le pensez. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour d'autres histoires réelles de courage, de vérité et de cette force tranquille qui change tout. Quand l'amour familial se transforme en droit acquis et que l'attention devient du contrôle, c'est là que l'on réalise que les liens du sang peuvent épuiser plus qu'ils n'apportent. Je m'appelle Avery Daniels et je vis à Phoenix, en Arizona. J'ai travaillé dur pour tout ce que j'ai, ma carrière dans le marketing, mon appartement près du centre-ville et la paix qui découle du fait de payer mes propres factures. But ces derniers temps, cette paix a ressemblé à un luxe que je n'avais pas le droit de garder. Mes parents ont commencé à m'appeler plus souvent, me posant des questions sur mon salaire, mes économies, mes projets d'avenir. Au début, je pensais que c'était de la bienveillance. Puis, maman a mentionné que je devrais acheter une grande maison, une avec un jardin et plusieurs pièces pour que ton père et moi puissions emménager. Nous ne rajeunissons pas, papa n'a pas hésité à renchérir. Il a dit que ce serait faire preuve d'esprit de famille, que nous pourrions économiser de l'argent en vivant ensemble et que je pourrais assumer les dépenses puisque je m'en sortais très bien. Quand j'ai demandé ce qu'il adviendrait de leur maison actuelle, maman a souri et a dit, ton frère la récupérera. Il aura besoin d'espace une fois marié. À cet instant, tout s'est éclairé. Ils ne me demandaient pas de bâtir un foyer familial. Ils essayaient d'échanger mon indépendance contre leur confort, et de récompenser mon frère avec ce qu'il possédait déjà. Je suis resté silencieuse à ce moment-là, mais je savais que je ne le resterais pas longtemps, car j'étais sur le point de leur donner une leçon qu'ils n'oublieraient jamais. Si vous avez déjà été contraint de choisir entre l'indépendance et l'obligation, restez jusqu'à la fin. Vous trouverez peut-être votre propre voie dans mon histoire. 2 semaines avant l'anniversaire de papa, les choses ont commencé à changer. Cela a commencé subtilement, par des SMS de maman contenant des liens vers des maisons bien plus grandes que ce dont j'aurais jamais besoin. Elle ajoutait toujours des notes enjouées, les qualifiant de quartiers magnifiques et d'endroits parfaits pour les réunions de famille. Un soir, elle m'a envoyé un autre lien en écrivant « Ma chérie, cela pourrait être un cadeau tellement significatif pour ton père. » Son ton était affectueux, mais il y avait une douceur calculée qui me dérangeait. Quelques minutes plus tard, mon père s'est joint à l'appel. Il a parlé chaleureusement de la famille et de la transmission, me disant qu'il ne voulait ni cadeau ni fête cette année. Je n'ai besoin de rien pour mon anniversaire, si ce n'est d'un foyer pour nous tous, a-t-il dit. Ces mots étaient enveloppés d'affection, mais ils sont tombés comme un poids sur ma poitrine. J'ai souri et dit que j'allais y réfléchir, même si je n'avais nullement l'intention d'acheter une maison de sitôt. Ce week-end-là, je leur ai rendu visite en personne. Dès que je suis entré, maman était déjà en train de me montrer des photos de maisons avec de grands salons et plusieurs chambres d'amis. « Regarde celle-ci, Avery », disait-elle en tapotant l'écran avec enthousiasme. « Elle est assez grande pour tout le monde, et tu pourrais y organiser les fêtes de fin d'année. Tu ne trouves pas que c'est parfait ?» Mon père a hoché la tête en signe d'approbation. « Nous t'aiderions, bien sûr, » a-t-il dit. Je pourrais réparer des choses dans la maison, tondre la pelouse, l'entretenir. Je pouvais entendre l'excitation dans sa voix, la certitude que j'allais dire oui. J'ai forcé un sourire, espérant que mon hésitation ne se verrait pas. Ils ont parlé d'unité familiale et de l'importance de rester proches, mais je sentais déjà que chaque mot me poussait vers une décision qu'ils avaient déjà prise pour moi. Pendant le dîner ce soir-là, maman a de nouveau abordé le sujet. « Tu sais, l'anniversaire de ton père approche, » a-t-elle dit. Ne serait-ce pas merveilleux de lui faire une surprise durable ? J'ai hoché la tête poliment tout en coupant ma nourriture en minuscules morceaux, faisant mine de réfléchir. Puis papa a ajouté, ce n'est pas une question de cadeau, Avery. C'est le fait de nous retrouver tous ensemble. Une maison, c'est un foyer. C'est tout ce que je veux. Je suis rentré chez moi mal à l'aise, essayant de me convaincre qu'ils étaient simplement sentimentaux. Mais le lendemain matin, un autre message est arrivé avec un nouveau lien. Celle-ci vient d'être mise en vente, a écrit maman. Elle est magnifique. Peu après, papa m'a appelé pour me dire, nous devrions faire vite avant que quelqu'un d'autre ne la prenne. Le mot « nous » est resté gravé dans mon esprit plus longtemps qu'il n'aurait dû.
Quelques jours plus tard, j'ai participé à un dîner de famille par appel vidéo parce que j'étais trop occupé pour faire le trajet. C'est alors que mon frère aîné, Daniel, est apparu à l'écran depuis Tucson avec sa fiancée, Emma. Il m'a souri à travers la caméra et a dit « Allez, Avery. C'est toi qui t'en sors super bien en ce moment. Ne laisse pas maman et papa bloqués dans cette vieille maison. » Emma a ri à ses côtés et a ajouté « Ce serait tellement agréable de les voir s'installer dans un endroit neuf. » Leur voix se mêlait dans la même mélodie de pression déguisée en affection. Papa a commencé à m'expliquer à quel point ce serait pratique pour tout le monde si j'achetais une maison plus grande. Cela nous fera gagner du temps et de l'argent à tous, a-t-il dit, et nous aurons enfin de la place pour que Daniel et Emma viennent nous rendre visite. Maman a immédiatement acquiescé, ajoutant « Tu auras de l'aide, ma chérie. Tu n'auras plus à gérer les choses toute seule. » Je ne pouvais que hocher la tête tandis que mes pensées s'emballaient dans des calculs de prêts hypothécaires, d'entretien, de taxes. Chaque scénario se terminait par moi payant pour tout le monde. Cette nuit-là, je suis resté allongé dans mon lit, fixant mon téléphone alors que les nouveaux messages s'affichaient les uns après les autres. Maman me demandait si j'avais réfléchi aux annonces. Papa me rappelait que la famille passe toujours en premier. Leurs mots tournaient en boucle dans ma tête jusqu'à en perdre leur sens, de simples bruits qui se rapprochaient à chaque heure qui passait. Leurs paroles ressemblaient à de l'amour, mais résonnaient comme un ordre auquel je ne pourrais jamais désobéir. Une semaine plus tard, je suis passé chez mes parents avec un gâteau et de bonnes intentions. C'était un après-midi chaud, le genre de journée qui portait habituellement l'odeur d'un plat en train de mijoter et le bruit de maman fredonnant dans la cuisine. Je voulais que cette visite soit simple, peut-être même réconfortante. Après tout, c'était presque l'anniversaire de papa, et je pensais qu'apporter un gâteau permettrait d'ouvrir la voie à une conversation calme sur le type de célébration qu'il souhaitait. La porte d'entrée n'était pas verrouillée, ce qui n'était pas inhabituel. J'ai appelé doucement « Maman, papa, j'ai apporté quelque chose de sucré », mais personne n'a répondu. Depuis le couloir, j'entendais des voix étouffées venant du salon. La télévision n'était pas allumée. Le ton de la conversation était privé, concentré. J'ai hésité, voulant m'annoncer, mais j'ai alors reconnu les voix. C'était papa et Daniel qui discutaient en appel vidéo. La voix de papa résonnait clairement dans la pièce, « Une fois qu'Avery aura signé le contrat, nous emménagerons immédiatement », a-t-il dit. Mon souffle s'est coupé dans ma gorge. Pendant un instant, j'ai cru avoir mal entendu. Puis la voix de maman est intervenue, plus basse mais ferme, « Et qu'en est-il de cette maison ? » Papa n'a même pas marqué de pause, donne-la à Daniel. Ils fondent une famille. Il en a plus besoin. L'air a semblé s'épaissir. Je suis resté figé dans le couloir, la boîte de gâteau tremblant légèrement dans mes mains. À travers le reflet sur la vitrine du meuble, je pouvais voir papa se pencher vers l'écran, souriant tandis que Daniel hochait la tête en signe d'accord. La voix de mon frère était décontractée, presque enjouée, « Ce serait parfait, papa. Emma parle déjà de refaire le jardin. » Les mots me frappaient l'un après l'autre, chacun plus lourd que le précédent. Ils ne parlaient pas d'un rêve ou d'un projet lointain. Ils avaient déjà tout décidé, mon rôle, leur récompense, le gain de Daniel. Le cadeau d'anniversaire n'était pas du tout un cadeau. C'était une transaction où je payais et où ils en profitaient. Maman est réapparue dans l'encadrement de la porte, un panier à linge à la main. « Avery » a-t-elle dit, surprise. Ses yeux sont passés du gâteau dans mes mains à mon visage, puis au salon où papa parlait encore. Je ne savais pas si elle avait réalisé tout ce que j'avais entendu. « Oh, tu es en avance » a-t-elle ajouté en forçant un sourire. J'ai hoché la tête faiblement sans rien dire. La voix de mon père résonnait encore derrière elle, « Nous lui dirons que c'est pour l'unité de la famille. Elle acceptera si nous disons que c'est ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. » Maman a grincé des dents et s'est tournée vers le salon en murmurant, « John, elle est là. » L'écran s'est tu. Je sentais le silence peser contre les murs, envahissant cet espace qui, quelques instants auparavant, débordait de projets qui m'excluaient totalement. Papa s'est avancé dans le couloir, l'air crispé, avant de retrouver rapidement une expression plus douce. « Avery, ma chérie » a-t-il dit d'un ton trop détaché. « Tu aurais dû nous dire que tu venais. » Ses yeux ont brièvement glissé vers la boîte de gâteaux avant de revenir vers moi. Je voulais lui demander si tout ce que je venais d'entendre était vrai, mais les mots ont refusé de sortir. Je me disais juste que j'allais déposer ça, ai-je fini par bafouiller.
Ma voix me semblait étrangère, plate, presque mécanique. Il renacle m'a remercié, tendant les mains pour prendre le gâteau, mais je l'ai serré plus fort, incapable de le lâcher. L'absurdité du moment me brûlait de l'intérieur. J'étais entré avec de la douceur, pour ne découvrir que l'amertume sous-jacente. Je devrais y aller, ai-je dit doucement, en faisant de recul vers la porte. Maman a suivi, essayant de garder un ton léger, reste au moins pour un café, a-t-elle proposé. J'ai secoué la tête une nouvelle fois. Mon père n'a pas essayé de me retenir. Dehors, la lumière de l'après-midi semblait plus agressive. La boîte de gâteaux me paraissait plus lourde à chaque pas, jusqu'à ce que je la pose enfin sur le siège passager de ma voiture. Mes mains tremblaient sur le volant. La maison derrière moi restait calme et immobile, comme si de rien n'était, mais j'entendais encore leur voix résonner dans ma tête, la certitude tranquille de papa, le rire facile de Daniel, le silence hésitant de maman. En m'éloignant, je me suis souvenu de ce que mon ancienne collègue Diane m'avait dit un jour, alors que j'étais resté tard pour réparer les erreurs de quelqu'un d'autre, l'amour ne peut pas se construire sur la culpabilité. À l'époque, je pensais qu'elle parlait de limites professionnelles. Maintenant, je comprenais qu'elle m'enseignait quelque chose de bien plus profond, la culpabilité était la monnaie d'échange de ma famille depuis des années, et c'était moi qui l'alimentais. Le lendemain matin, je me suis réveillé en sachant que les choses ne pourraient plus jamais redevenir comme avant. La lumière du soleil filtrant à travers les rideaux semblait étrangère, trop lumineuse, trop ordinaire pour ce que je savais désormais. Chaque souvenir de mes parents, chaque dîner, chaque appel téléphonique me paraissait soudain comme une pièce de théâtre soigneusement répétée dans un but qui ne ressemblait plus à de l'amour. J'ai fixé mon téléphone pendant un long moment avant de le retourner face contre table. Il n'y aurait plus d'appels, plus de messages, plus d'explications. Je ne les ai pas bloqués, mais j'ai arrêté de répondre. Maman a envoyé le premier SMS avant midi, nous nous inquiétons pour toi. Passe pour le dîner. Puis un autre a suivi, plus insistant, ne sois pas fâché. Tu as mal compris ce que nous voulions dire. Papa a appelé 3 fois ce jour-là. J'ai regardé son nom s'afficher sur l'écran, l'image familière de son sourire juste à côté, et je n'ai ressenti qu'une sourde fatigue. Pour la première fois de ma vie, j'ai choisi le silence. Le soir venu, je ne pouvais plus supporter le vacarme de mes propres pensées. J'ai appelé ma meilleure amie, Renée, qui me connaissait depuis l'université. Nous nous sommes retrouvés dans un petit café près de mon appartement, un endroit tranquille où l'odeur du café torréfié semblait toujours m'apaiser. Elle est arrivée dans son élan habituel de chaleur, m'enveloppant dans une étreinte avant de s'asseoir en face de moi. Je lui ai tout raconté, le gâteau, la conversation, le plan qui n'était pas censé arriver jusqu'à mes oreilles. Elle a écouté sans m'interrompre, ses mains serrées autour d'une tasse refroidie depuis longtemps. Quand j'ai enfin fini de parler, elle s'est penchée en avant et a dit doucement, « Tu as tout à fait le droit d'être en colère, Avery. Mais ne laisse pas cette colère décider de ce que tu vas faire ensuite. Si tu te bats avec fureur, tu ne feras que leur donner plus de contrôle. » Ces mots ont résonné doucement, mais m'ont touché profondément. Alors, qu'est-ce que je fais à la place, ai-je demandé. Renée a souri, non pas avec pitié, mais avec certitude. Tu traces la limite, a-t-elle dit. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Sa voix tournait en boucle dans ma tête, trace la limite. Il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait de récupérer l'espace que j'avais passé des années à céder. Le lendemain matin, j'ai appelé mon avocat, Monsieur Lewis, et j'ai pris rendez-vous. Quand je suis arrivé à son bureau, l'air sentait le vieux papier et la cire au citron. C'était un homme tranquille d'une 50aine d'années, toujours poli, toujours direct. J'avais déjà travaillé avec lui pour un litige contractuel à mon travail, et je lui faisais confiance pour être à la fois discret et rigoureux. Il m'a accueilli d'un léger signe de tête. Avery, cela fait un moment. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui? J'ai besoin d'un conseil, ai-je dit. Si j'achète une maison à mon nom, existe-t-il un moyen légal pour que mes parents ou quiconque puisse en revendiquer la propriété plus tard? Monsieur Lewis a haussé un sourcil, mais n'a fait aucun commentaire. Il a ouvert un dossier, a pris quelques notes et a commencé à m'expliquer calmement le droit de la propriété, les demandes de succession et les risques liés à la cosignature. Il a précisé que tant que j'achetais la maison de manière indépendante, sans aucune responsabilité financière partagée, personne ne pourrait en exiger une part, que ce soit de la famille ou non. J'ai écouté attentivement, non seulement ses explications, mais aussi le sentiment de force qu'elle m'apportait.
Il ne s'agissait pas simplement d'une maison. Il s'agissait de limites qui n'avaient jamais existé auparavant. Quand il a eu fini, je l'ai remercié et j'ai dit, je n'achète pas encore. J'avais juste besoin de savoir ce qui m'appartient. Il a esquissé un léger sourire. C'est la meilleure raison de demander. En sortant de son bureau, j'ai senti un changement s'opérer en moi. Non pas le soulagement brutal d'une vengeance, mais une assurance tranquille que je n'avais pas ressentie depuis des années. Mes parents m'avaient appris la générosité, mais jamais à me protéger contre le fait de me faire dépouiller par elle. Pour une fois, je ne voulais pas leur faire de mal. Je voulais juste qu'ils cessent d'avoir le pouvoir de m'en faire. Ce soir-là, j'ai écrit un court message à maman et papa, j'ai besoin de temps pour réfléchir. S'il vous plaît, ne me contactez pas, je n'ai pas cherché à m'expliquer ou à me justifier. J'ai simplement appuyé sur envoyer et j'ai posé le téléphone, sentant un calme inhabituel m'envelopper. Pour la première fois de ma vie, je ne réagissais pas. Je décidais. Le dîner d'anniversaire de papa est arrivé plus vite que prévu. La maison était animée de rire, remplie de l'odeur du poulet rôti et de la tarte à la cannelle de maman. Je n'y étais pas retourné depuis le jour où j'avais surpris leur conversation. Pourtant, rien dans cet endroit n'avait changé, à l'exception de moi. Je suis resté devant la porte un long moment avant de frapper. Quand maman a ouvert, son sourire s'est étiré, presque théâtral. « Tu es venue, ma chérie. Nous parlions justement de toi. » À l'intérieur, la table de la salle à manger était magnifiquement dressée, des bougies vacillant entre les assiettes de nourriture. Papa a rayonné en me voyant. « Voilà ma fille », a-t-il dit en m'attirant dans une étreinte qui ressemblait plus à une mise en scène qu'à de l'affection. J'ai souri poliment, faisant mine de ne pas remarquer les regards échangés entre lui et maman. Puis Daniel est apparu avec sa fiancée, Emma, juste derrière lui. Se racle la gorge, ils avaient l'air radieux, décontractés, parfaitement à l'aise. Daniel a souri et a dit, « Alors, la grande acheteuse est enfin là. » Son ton était taquin, mais il y avait une certitude sous-jacente. Emma a ajouté, « Nous parlions justement de la chance que ce sera d'avoir une nouvelle maison pour tout le monde. Ça va être magnifique, Avery. » Sa voix était douce, mais ses mots ont pesé lourdement. J'ai pris place à table juste en face d'eux. Maman m'a versé du vin et a dit gentiment, « Tu es bien silencieuse, ma chérie. » Nous disions tous à quel point tu es attentionnée. Même Madame Lagne, la voisine d'à côté, a dit, « Quelle bénédiction d'avoir une fille aussi dévouée. » Elle s'est tournée vers son amie assise à proximité, souriant fièrement. Avery a toujours été si généreuse, pensant toujours à sa famille en premier. La voisine a acquiescé avec admiration. « Vous avez de la fortune en tant que parent, » a-t-elle dit. La plupart des enfants de nos jours sont trop occupés pour la famille. J'ai porté le verre à mes lèvres et j'ai esquissé un léger sourire. Chaque compliment me faisait l'effet d'un fil qui se resserrait autour de ma gorge. De l'autre côté de la table, Daniel et papa parlaient déjà de l'organisation du déménagement. Papa disait, ce sera un nouveau départ pour nous tous. Le quartier où Avery achète est parfait, proche du parc, calme, sûr. Daniel a ri, et la vieille maison ne sera pas perdue. Emma a déjà des plans pour la chambre du bébé. La pièce s'est remplie de conversations légères et de bruits de fourchettes, mais je sentais le battement lent et régulier de mon cœur résonner dans mes oreilles. C'était presque surréaliste de voir avec quelle facilité il construisait un fantasme autour de mon silence, à quel point il se sentait à l'aise pour s'approprier quelque chose que je n'avais pas promis. Au milieu du dîner, papa a levé son verre. « À la famille », a-t-il dit. Tout le monde a suivi, les verres se levant, les sourires s'affichant partout. J'ai imité le geste, la main ferme, le cœur détaché. Le toast a résonné dans la pièce comme un mensonge répété trop souvent pour sonner faux. Alors que les assiettes étaient débarrassées, maman s'est approchée et a posé sa main sur mon épaule. « Tu as rendu ton père si fier », a-t-elle chuchoté. Il dit que c'est le plus bel anniversaire qu'il ait eu depuis des années. J'ai levé les yeux vers elle et j'ai souri, même si cette expression me semblait artificielle. J'en suis heureuse, ai-je simplement répondu. Au moment de servir le dessert, les lumières se sont légèrement tamisées et les rires ont redoublé. Papa a coupé la première part de tarte, et tout le monde a applaudi lorsqu'il a soufflé les bougies. Puis, avant que quiconque ne puisse parler, je me suis levé. Le bruit de ma chaise raclant le sol a attiré tous les regards sur moi. J'ai aussi un cadeau, ai-je dit calmement. Le silence s'est fait dans la pièce.
Mes parents souriaient, impatients. Daniel s'est adossé à sa chaise, croisant les bras. Évidemment, a-t-il dit doucement. Toujours aussi généreuse. J'ai croisé son regard sans ciller. C'est un cadeau pour vous tous, ai-je poursuivi. Ma voix était douce mais délibérée, comblant le silence qui s'était installé entre nous. Et je pense qu'il sera mémorable. Personne n'a parlé. Les bougies vacillaient, leur lumière tremblant contre les verres. Je me suis rassise, laissant la tension s'installer là où elle devait être. Pour la première fois de la soirée, ce n'était pas moi qui jouais un rôle. Quand j'ai tendu le dossier à papa, la pièce est devenue silencieuse. Les rires qui remplissaient l'air quelques instants auparavant ont semblé se dissoudre en une atmosphère lourde et expectative. Tous les regards se sont tournés vers la fine enveloppe marron entre ses mains, comme s'il s'agissait d'un présent qui confirmerait chaque rêve qu'ils avaient échafaudé sur mon silence. Papa a levé les yeux vers moi, son sourire débordant de fierté. Alors c'est ça, a-t-il dit, jetant un coup d'œil à maman. Notre fille l'a enfin fait. La main de maman a effleuré nerveusement son collier, bien que son visage reste illuminé de joie. Daniel s'est penché en avant, les coudes sur la table, tandis qu'Emma lui serrait le bras comme pour lui dire, tu vois, tout s'arrange. L'air était saturé d'anticipation. Papa a ouvert le dossier, en sortant délicatement les documents soigneusement empilés. J'ai vu son expression passer de la chaleur à la confusion à mesure qu'il parcourait la première page. Ses sourcils se sont froncés légèrement. « Attends, qu'est-ce que c'est » a-t-il murmuré. Maman s'est approchée, la voix légère et tremblante d'excitation. « N'est-ce pas l'acte de propriété, mon chéri ? La maison de Willow Creek ?» J'ai pris une lente inspiration. C'est un acte de propriété, oui, ai-je dit, mais pas pour cette maison. Daniel s'est penché pour s'emparer de l'une des pages. Ses yeux ont balayé le texte avant qu'il ne se fige. Avery, a-t-il dit, la voix blanche, cette adresse. Ce n'est même pas dans le même état. C'est exact, ai-je répondu d'un ton calme, presque doux. C'est une maison que j'ai achetée la semaine dernière dans le Vermont. À mon nom propre uniquement. Papa a relevé la tête brusquement. À ton nom uniquement. Sa voix a déraillé et, pendant une seconde, il a semblé ne pas me reconnaître. Tu veux dire que ta mère et moi ne sommes pas dessus ? J'ai dit, pas de cosignataire, pas de titre partagé, pas de conditions cachées. J'ai plongé mes yeux dans les siens, puis dans ceux de maman, qui était devenue blême. Pendant un battement de cœur, personne n'a bougé. Les mots sont restés là, simples mais irréversibles. Puis maman a couvert sa bouche, des larmes coulant sur ses joues. Avery, a-t-elle chuchoté, nous n'avons jamais voulu te faire de mal. Nous pensions juste que. Point que j'allais m'occuper de tout, ai-je dit doucement, que ma valeur dépendait de ce que je pouvais donner, et non de qui je suis. Papa a refermé brutalement le dossier, sa voix montant en colère, tu comprends de travers tout ce que nous avons fait pour toi. Nous t'avons élevé. Nous nous sommes sacrifiés pour toi. Est-ce ainsi que tu nous remercies, en nous abandonnant ? J'ai régulé ma respiration, me forçant à soutenir son regard. Je ne vous abandonne pas, papa. Je quitte un rôle que je n'ai jamais accepté de jouer. Daniel s'est levé brusquement, sa chaise raclant le sol. Alors c'est ça. Tu t'achètes une superbe maison pour toi toute seule et nous, on est laissés sur le carreau. Son visage était rouge d'incrédulité. Tu es incroyable, Avery. Emma a cherché sa main en murmurant son nom, mais il s'est dégagé. Le son de sa voix, tranchant et blessé, a fendu la pièce comme du verre brisé. Maman a sangloté de plus belle, s'accrochant au bras de papa. Elle ne le pense pas, a-t-elle supplié. Elle est juste en colère. Elle va changer d'avis. Mais je n'étais pas en colère. Plus maintenant. Je me sentais étrangement sereine, comme si la tempête était déjà passée. J'ai reposé le dossier sur la table et j'ai dit doucement, ce n'est pas une punition. C'est la paix. J'espère qu'un jour vous le comprendrez. Je me suis tourné et j'ai marché vers la porte. Mes talons claquaient doucement sur le parquet, le son résonnant dans le silence qui s'était installé derrière moi. Je ne me suis pas retourné. Dehors, l'air de la nuit était frais et calme. À travers la fenêtre, j'ai vu la lueur des bougies, les silhouettes des gens que j'aimais figés dans l'incrédulité. Pour la première fois, j'ai senti le poids quitter ma poitrine. Je n'avais rien détruit. J'avais simplement choisi de me choisir.
6 mois se sont écoulés depuis ce dîner. La neige à l'extérieur de ma fenêtre brille doucement sous le soleil du matin, enveloppant tout de silence. La vie dans le Vermont a un rythme plus lent, un rythme qui n'exige pas d'explications ou d'excuses constantes. Je me réveille avec l'odeur du café, le ronronnement du chauffage et le bruit tranquille de ma propre respiration, une paix que je ne savais pas désirer depuis des années. La maison que j'ai achetée semble habiter maintenant. Il y a des dessins accrochés au mur, un livre à moitié lu à côté de mon lit et une rangée de plantes orientées vers la lumière. Chaque petite imperfection ressemble à la preuve d'une vie qui m'appartient enfin. Je pense parfois à Phoenix, à la chaleur qui ondule sur le bitume, aux courses interminables et aux obligations qui remplissaient autrefois mes journées. Cela ne me fatigue pas, ni ne me manque. Mes parents, maman et papa, vivent toujours en Arizona, mais plus dans la vieille maison. Après cette nuit-là, ils n'ont plus eu les moyens de la garder. Ils ont habité chez des proches pendant un temps, et d'après ce que j'ai cru comprendre à travers des conversations lointaines, cela n'a pas été facile. La fierté ne paie pas les factures, et le silence non plus. Daniel est resté sur place pour s'occuper de la propriété, mais les réparations se sont avérées supérieures à ses capacités. Le toit fuit, la plomberie est défectueuse et le prêt immobilier est toujours à son nom. Il m'a appelé une fois il y a des mois pour me demander un conseil. Pas de l'aide, juste un conseil. Mais le ton de sa voix portait une fatigue tranquille qui m'a tout dit. Je lui ai souhaité le meilleur et je le pensais sincèrement. Toute la colère que j'avais autrefois contre lui s'est dissipée quelque part entre la neige qui tombe et mon propre reflet dans le miroir. Maman m'envoie des messages toutes les quelques semaines. Ils sont courts, prudents, écrits comme quelqu'un qui marche sur de la glace fine. Nous espérons que tu vas bien, écrit-elle. Ton père est toujours contrarié, mais tu lui manques. Je les lis tous, parfois plus d'une fois, avant de reposer calmement mon téléphone. Je n'ai pas encore répondu, mais ce n'est pas par rancœur. C'est parce que je ne ressens plus le besoin d'expliquer ma paix à ceux qui l'ont confondu avec de la rébellion. Dans ces matinées calmes, j'ai appris que l'équité commence par le fait de savoir dire non. Ce n'est pas de la cruauté. C'est de la clarté. Pendant si longtemps, j'ai cru que l'amour signifiait le sacrifice, que donner sans compter prouverait ma valeur. Mais l'amour qui dépend de la culpabilité n'est pas de l'amour. C'est une dette déguisée en dévotion. Il y a un parc près de chez moi, bordé de bouleaux qui chuchotent quand le vent passe. Je m'y promène la plupart des soirs, regardant les enfants se courir après tandis que leurs parents les appellent depuis les bancs. Parfois, j'imagine ce que mes parents penseraient s'ils me voyaient maintenant, marchant lentement, libre de tout fardeau, souriant sans raison. Peut-être qu'ils continueraient à appeler cela de l'égoïsme. Ou peut-être qu'avec le temps, ils comprendraient que choisir la paix est la chose la plus généreuse que j'ai jamais faite. Un dimanche après-midi, je me suis assise sur le porche avec une tasse de thé et j'ai réalisé le chemin parcouru depuis la version de moi-même qui quémandait autrefois de l'approbation. Cette femme-là croyait que la famille était quelque chose qu'il fallait mériter. Celle-ci sait qu'elle n'aurait jamais dû être conditionnelle. Le soleil est descendu bas, transformant la neige en drap d'or. J'ai pensé à la voix de papa, ferme et assuré, me disant « Tu regretteras de t'en aller ». Pourtant, 6 mois plus tard, le regret est introuvable. À sa place se trouve une forme tranquille de liberté, celle qui ne crie pas et ne cherche pas à faire ses preuves, mais qui existe simplement, constante et inébranlable. Je n'ai pas de grands projets, pas de résolutions spectaculaires. Je travaille toujours, je cuisine toujours, j'arrose toujours mes plantes le dimanche. La vie n'est pas devenue extraordinaire. Elle est devenue honnête. Et cette honnêteté me donne l'impression d'avoir enfin mon tout premier vrai chez moi. Se racle la gorge quand les gens me demandent si je ferais les choses différemment, je souris et je dis non. Parce que parfois, la chose la plus difficile à faire est aussi la plus bienveillante. Parfois, la paix coûte plus cher que l'approbation. Elle exige un silence distant et le courage de rester seul quand l'amour devient conditionnel. J'ai appris que la famille ne signifie pas toujours l'harmonie et que la gentillesse ne signifie pas toujours la reddition. Il faut du courage pour aimer sa famille sans se perdre soi-même, pour choisir les limites plutôt que l'amertume, et la vérité plutôt que le spectacle. L'amour véritable respire quand on arrête de prouver sa valeur à des personnes qui auraient dû l'avoir depuis le début. La liberté, je l'ai réalisée, n'est pas l'absence des autres. C'est le retour à soi-même après avoir trop donné. Si mon histoire est parvenue jusqu'à vous, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout.
Peut-être avez-vous été confronté à un dilemme similaire entre la culpabilité et la paix, entre l'attente et la vérité. J'espère que cette histoire vous rappellera que vous n'êtes pas égoïste de vous choisir. Vous êtes courageuse de le faire. Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. Que signifie le mot « chez soi » pour vous aujourd'hui ?